Donc cette séance du conseil municipal du lundi 5 décembre à 17h est ouverte. Nous avons 2 minutes de retard. Maître André Bézina. Présent. Madame Catherine Baraja. Présent. Monsieur Jean-Louis Baucher. Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Jean-Louis Bernardi. Maître Juliana Chichmanian. Monsieur Robert Bojanovic. Madame Monica Logier. Monsieur Charles Rigucci. Monsieur Richard Comte. Madame Gisèle Amédéo Pasqui, Madame Claudine Coquelov donne procuration à Monsieur Jean-Louis Bernardi, Madame Nicole Piefort, Monsieur José Cosentino, Madame Patricia Bonifaci me donne procuration, Madame Patricia Degus, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro est en train d'arriver, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud donne procuration à Maître André Bézina, Maître Eva Scolari, Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux donne procuration à Madame Caroline Beuil, Monsieur Maître Alain Curti donne procuration à Madame Caroline Beuil, et Monsieur Franck Marza donne procuration à Monsieur Régis Belli, alors que Monsieur Fugaro vient de rentrer dans le chapiteau de la citadelle de Villefranche, dont on peut souligner qu'il y a eu hier un magnifique reportage au journal de France 2, vraiment un magnifique reportage sur les travaux de la citadelle, la rénovation de la citadelle, que je vous encourage à voir et à revoir. La citadelle qui est appelée la Sentinelle de la Côte d'Azur. Donc vraiment, les images sont exceptionnelles. Et j'ai été très heureux de la diffusion de ce reportage hier, avec M. Marquez, qui a connu la citadelle quand il était petit. Ils ont bien précisé que la ville avait récupéré la citadelle en 1965 et que de nombreux travaux avaient été faits depuis l'époque du docteur Perdoncini, qui a été l'instigateur du fait que la citadelle appartienne désormais à la commune, du colonel Bastet en 1971, de M. Calderoni entre 1977 et 1995. Vous savez que le cinéma a ouvert à Villefranche, a connu sa première séance à Villefranche le 28 juillet 1967, avec un film, Le Cornio, que nous avons rediffusé pour les 50 ans, il y a quelques années, en présence de Daniel Thompson. Et puis la mairie a été installée dans la citadelle le 21 mars 1981. Et puis les musées, en particulier le musée Volti, avec une donation de la fondation Volti, musée Volti qui est en cours de rénovation également. Et puis les travaux de rénovation qui ont démarré, si ma mémoire est bonne, le 13 décembre 2019 pour une durée de 10 ans. Donc c'était vraiment un très beau témoignage. Ils ont également précisé que cette citadelle avait beaucoup inspiré le maréchal Vauban, puisque vous savez que notre citadelle a été bâtie 100 ans avant les édifices de Vauban. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose qui a permis vraiment de mettre en valeur le patrimoine historique villefranchois, qui est exceptionnel, et qui a mis en valeur aussi les couleurs de Villefranche. On voit bien que cette citadelle, avec ses nouvelles couleurs, s'intègre parfaitement aux couleurs de la vieille ville en particulier, que ce soit au niveau du port de la Darse ou du côté des Marinières. Voilà pour cette petite introduction. Je voudrais vous dire aussi que nous avons appris le décès de Madame Neuville. Madame Grade, son nom de jeune fille, ancienne directrice de l'école élémentaire de Villefranche. Après, je crois bien qu'elle avait succédé à monsieur Antoine Boffat, qui était lui-même directeur de l'école. Madame Neuville, qui est restée, je crois, 3 ans chez nous à Villefranche, et dont on a appris le décès aujourd'hui. C'est Roger Roux, le maire de Beaulieu, qui m'en a informé, puisque elle et son époux habitaient Montée-du-Rêve. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté à Villefranche-sur-Mer. Et pour honorer sa mémoire, je vais vous demander de vous lever et de respecter une minute de silence, s'il vous plaît.
Voilà, merci beaucoup. Merci pour elle et pour sa famille. Je crois bien que la famille Gras avait la vannerie avenue Gallieni dans la montée de l'école il y a quelque temps. Je vais vous demander, donc nous désignons donc comme secrétaire de séance Maître Eva Scolari, qui est la plus jeune d'entre nous. Je vais vous demander d'approuver le procès-verbal du dernier compte-rendu du dernier conseil municipal du 10 octobre 2022, s'il n'y a pas de remarques particulières. Merci. Nous allons donc démarrer les délibérations à l'ordre du jour. Nous avons 21 points à l'ordre du jour aujourd'hui, en commençant par le rapport d'activité de la métropole Nice-Côte d'Azur et en vous précisant qu'il n'y a pas de vote concernant ce rapport d'activité. Mes chers collègues, conformément à l'article L5211-39 du CGCT, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, ce que nous faisons aujourd'hui. Le rapport d'activité de la métropole Nice-Côte d'Azur pour l'année 2021 était joint en annexe 1 à l'ordre du jour. Vous l'avez tous avec vous. Ce rapport s'articule autour des 6 thématiques de la métropole. Tout d'abord, une présentation. En point 2, une métropole responsable et solidaire. En point 3, une métropole qui améliore la qualité de vie par des infrastructures optimales. En point 4, une métropole durable qui agit pour aujourd'hui et pour demain. En point 5, une métropole qui renforce l'attractivité économique du territoire. En point 6, une métropole qui aménage son territoire durablement. Je vous précise les actions par thématique qui ont concerné Villefranche. Sur le point de la métropole responsable et solidaire, nous avons un budget de 1,3 milliard d'euros, dont 9,7 millions d'euros de dotation directe aux communes, 175 millions d'euros d'investissement, dont 138 millions pour le développement durable, à savoir la collecte et le traitement des déchets, l'assainissement, la transition écologique, la mobilité durable. Le Conseil métropolitain a adopté en octobre 2021 le plan pluriannuel d'investissement pour la période 2021-2026, qui prévoyait 105 millions d'euros d'investissement pour la réalisation de projets majeurs portés par les maires des communes de la métropole. En ce qui concerne Villefranche, nous avons sollicité et obtenu l'inscription à ce plan, à ce PPI, du projet de parking sous le stade de l'Octroi, qui s'inscrira dans un programme d'aménagement d'ensemble du quartier de l'Octroi, pour lequel nous avons sollicité l'accompagnement de l'agence d'urbanisme azuréenne nouvellement créée. 2023 sera une année importante vers la réalisation de ce parking métropolitain, puisque dès le mois de février, nous aurons une délibération à l'ordre du jour qui permettra de valider la délégation de services publics pour le parking. La commune a également sollicité la métropole sur les problématiques de circulation au col et à l'Octroi. La situation de ces deux carrefours, le carrefour de l'Octroi et le carrefour du col, a été notablement améliorée grâce à une gestion enfin intelligente des feux de circulation et de leur cadencement. Sur le point 3, une métropole qui améliore la qualité de vie par des infrastructures optimales. D'importants travaux pour l'alimentation en eau ont été réalisés avec l'extension des réservoirs d'eau de Saint-Michel. Si vous allez au quartier Saint-Michel, à droite de l'école en arrivant, vous avez un nouveau réservoir d'eau qui est désormais parfaitement fonctionnel. Mais aussi par la réfection des équipements avenue François Ferry. Le raccordement de l'avenue des Caroubiers au réseau public d'assainissement est quasiment terminé pour un budget d'un peu plus d'1 million d'euros. Enfin, la rénovation de l'éclairage public du quai des Marinières a permis d'éloigner le réseau du front de mer et de réduire fortement la pollution lumineuse, opération réalisée en 2 tranches pour 168 234 €. En ce qui concerne le point de la métropole durable qui agit pour aujourd'hui et pour demain, la commune de Villefranche, comme 14 autres communes de la métropole, est conseillée et accompagnée par l'Agence régionale pour la biodiversité. Cette agence s'appuie sur des dispositifs de type label ou charte. La commune de Villefranche a adhéré par délibération du 17 mai 2021 à la charte zéro déchet plastique et plage sans déchets plastiques
comme 8 autres communes, dont en particulier Beaulieu et Èze. Sur la maîtrise des déchets, en 2021, 381 227 tonnes de déchets ont été traitées. 92% des déchets ménagers et assimilés ont été valorisés. 13 déchetteries métropolitaines et 150 points relevés. Un nouveau marché a été attribué à Arianeo en juillet 2021 pour une durée de 20 ans pour exploiter le centre de valorisation de l'Ariane. Un avis de la commune de Villefranche a été demandé sur la demande d'autorisation environnementale présentée par cette société pour la modernisation des installations de l'unité de l'Ariane. Il s'agit de la délibération 21 à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Sur les transports et la mobilité durable, une stratégie globale des déplacements et des stationnements sur le territoire métropolitain a été mise en place. Par exemple, le vélo, la voiture électrique, mais aussi les transports scolaires que nous avons obtenus à Villefranche-sur-Mer pour le début de l'année 2023. En ce qui concerne la promotion de la mobilité électrique, nous avons une conversion complète du parc de bus métropolitains pour des bus à gaz ou des bus électriques. Ces navettes électriques ont été mises en place à Villefranche-sur-Mer. Vous les voyez circuler, les petites navettes rouges de la métropole, sur les lignes 80 et 84. Et il faut que vous sachiez que d'ici 2026, l'ensemble du parc de bus de la ligne d'Azur sera décarboné. Il y a également un soutien aux offres de véhicules partagés comme le Cityscoot ou le vélo bleu qui sont disponibles à Villefranche-sur-Mer à partir d'une application. 1300 vélos mécaniques et 450 vélos électriques. Et enfin, il y a un soutien de la métropole aux administrés qui souhaitent acheter des vélos électriques, des véhicules neufs électriques, des bornes électriques pour l'équipement de bornes électriques pour les copropriétés et pour l'aide à la reconversion des véhicules. Sur la métropole qui renforce l'attractivité économique. Cette activité a été impactée par la crise du Covid. En 2021, la métropole représente 40% des flux touristiques de toute la Côte d'Azur. La filière tourisme pèse 10 millions d'euros sur la Côte d'Azur. L'objectif, c'est de monter en gamme à terme de qualité, de développement durable, notamment grâce à de nouveaux projets hôteliers haut de gamme représentant 200 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire et la création de 2000 emplois d'ici 2025. Sur l'enseignement supérieur, la recherche, la formation et l'innovation, il y a un projet et une coopération sur la valorisation de la recherche sur les ressources marines, en particulier à Villefranche, avec la signature d'une convention entre la métropole, l'université Nice-Côte d'Azur et l'Institut de la mer de Villefranche, c'est-à-dire Sorbonne Université, pour en particulier la création d'une aire marine protégée le long du littoral de Nice, en particulier au Cap de Nice jusqu'à la rade de Villefranche. Et enfin, il y a une volonté de structurer une filière économique sur les biotechnologies marines. Sur les ports, l'objectif, c'est ce qu'on appelle la transition maritime. C'est la limitation des pollutions sonores et atmosphériques pour garantir la qualité de vie des habitants. C'est cet objectif qui est poursuivi par Villefranche-sur-Mer dans le cadre des croisières, et en particulier avec comme objectif de limiter les émissions de soufre des ferries. Sur l'aménagement durable du territoire métropolitain, le programme local de l'habitat a pour objectif de développer l'offre de logements sociaux, de réhabiliter le parc social existant, d'intervenir sur le parc privé au travers du programme d'intérêt général. Sur l'aménagement et l'urbanisme, nous avons lancé la révision du plan local d'urbanisme métropolitain en octobre 2021 pour assurer une protection accrue des personnes et des biens, pour préserver davantage de terres agricoles au bénéfice de la qualité et du cadre de vie. Ce PLUM est en cours de révision et il est en ce moment dans la phase de concertation. Enfin, la création de l'agence d'urbanisme s'est concrétisée en octobre 2022, dont les missions d'intérêt collectif sont de participer à l'élaboration des documents d'urbanisme et de préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, et enfin d'éclairer les demandeurs locaux en renforçant l'accompagnement des collectivités dans la réalisation de leurs projets. Nous avons d'ores et déjà sollicité l'Agence azuréenne d'urbanisme sur l'orientation d'aménagement et de programme de l'octroi et
sur le réaménagement de la promenade des Marinières. Voilà, mes chers collègues, pour cette synthèse d'un document qui fait 110 pages. Est-ce que vous avez des observations sur ce rapport ? Pas d'observation. Je vous remercie. Nous passons donc au point suivant, le point numéro 2. Il s'agit de la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion par la métropole de la prévention et de la gestion des déchets. Mes chers collègues, la Chambre régionale des comptes PACA a décidé de procéder au contrôle des comptes et de la gestion de la métropole au titre de la politique de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à compter de l'exercice 2015. Le rapport d'observation définitive a été transmis à la métropole le 20 juin 2022 et a fait l'objet d'une communication au Conseil métropolitain du 6 octobre 2022. L'article L243-8 du Code des juridictions financières prévoit que pour les EPCI, le rapport est transmis directement par la Chambre au maire des communes membres, après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant. Ce rapport doit être présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal, ce que nous faisons aujourd'hui et donne lieu à un débat. La Chambre a transmis ce rapport à la commune le 12 octobre 2022. Vous avez été destinataire du rapport et je vous donne lecture de sa synthèse et de l'unique recommandation émise par la Chambre régionale des comptes. Le contrôle de la Chambre a porté sur les modalités d'exercice de la politique de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés par la métropole Nice-Côte d'Azur depuis 2015. Sur les 19 actions prévues au programme local de prévention des déchets ménagers de la collectivité, arrêté en juillet 2013, 15 ont été effectivement mises en œuvre par la métropole. 3 d'entre elles seulement disposaient fin 2017 d'un bilan chiffré relatif aux quantités de déchets évitées. Elles ont permis de diminuer d'environ 2% les quantités de déchets collectés. Les nouvelles actions engagées en 2018 n'ont pas été formellement approuvées par l'Assemblée délibérante. Le nouveau programme, dont l'adoption est annoncée en 2022, devra refléter une stratégie solide et performante, de nature à faire diminuer significativement et durablement les quantités de déchets ménagers assimilés, DMA, produites. En effet, ces dernières ont augmenté de 1,2% entre 2015 et 2019, alors que les lois du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte et du 10 février 2020 relatives à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ont imposé des diminutions constantes et échelonnées. En 2018, chaque habitant de la métropole, c'est-à-dire chacun d'entre nous, a produit en moyenne 394 kilos pour chacun d'entre nous. 394 kilos d'ordures ménagères et assimilées, soit plus de 60 kilos de plus que la moyenne nationale. En 2019, 35 kg par habitant d'emballage ménager et de verre ont été recyclés par la métropole de Nice. Ce ratio est inférieur de 20 kg par habitant à la performance nationale relevée par l'éco-organisme Citeo. Ça veut dire qu'on produit 60 kg de plus de déchets ménagers, nous, chacun d'entre nous, et qu'on en recycle 20 kg de moins. Toutefois, les caractéristiques géographiques du territoire de la métropole et sa forte activité touristique dégradent les ratios de production de déchets et affectent leur compatibilité au niveau national. S'agissant du traitement des déchets, 96% des DMA produits par la métropole de Nice en 2017 ont été orientés vers une filière de valorisation, ce qui est bien, soit un taux global de valorisation supérieur à 20% à l'indicateur national calculé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ainsi, le PCI connaît un taux de stockage et d'enfouissement très bas, estimé à 2% en 2019. Cependant, avec une part de valorisation matière de 32% en 2019, contre 60% en valorisation énergétique, incinération, la métropole Nice-Côte d'Azur s'est éloignée de l'un des objectifs fixés par le Code de l'environnement, repris dans le plan régional de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de prévention et de gestion des déchets, à savoir un taux de valorisation matière de 55%. Donc on a encore 20% de progrès à faire.
La méthodologie utilisée par la métropole de Nice pour bâtir les bilans financiers inclus dans ses rapports annuels sur les prix et la qualité du service est évolutive d'un exercice à l'autre. Elle ne permet pas à ce rapport annuel de diffuser aux élus et aux contribuables des indicateurs financiers calculés selon une méthode explicitée, transparente et stable. En particulier, avant 2018, date de la création d'un budget annexe dédié, l'absence de documents exhaustifs et synthétiques entraînait un manque de lisibilité, privant les élus métropolitains d'une source d'information indispensable. Outre la TOM, la métropole de Nice a instauré une redevance spéciale destinée à financer spécifiquement la collecte et le traitement des déchets non ménagers, avec pour objectif d'entraîner leur diminution. En 2020, un peu plus d'1% des 50 000 entreprises qui produisaient des déchets sur le territoire métropolitain étaient concernées par ce dispositif. Les recettes collectées via ce secteur demeurent encore trop limitées pour financer une part significative du coût lié à la prise en charge des seuls déchets non ménagers. La TOM, dénuée de lien, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM, dénuée de lien entre la quantité produite et la contribution acquittée par le producteur, finance donc pour l'heure l'essentiel des dépenses d'élimination des déchets des professionnels recourant aux services publics. La métropole de Nice devra donc se doter des moyens permettant d'accroître le nombre d'entreprises soumises à la redevance spéciale afin d'augmenter les recettes perçues et de permettre une diminution des quantités de déchets produits par les professionnels. La Chambre a donc émis une recommandation, définir une méthodologie et des indicateurs financiers stables permettant d'assurer un suivi d'un exercice à l'autre dans les rapports annuels sur les prix et la qualité du service. Ce rapport doit théoriquement donner lieu à un débat. Mes chers collègues, avez-vous des remarques à me faire ? Bien, s'il n'y a pas de... Monsieur Cosentino, pardon. Moi non plus, José. C'est pas simple. Prends le micro. Ça marche ? Ouais. Oui, donc je disais, il me semble avoir compris que, bon, on n'est pas des bons élèves, mais est-ce que c'est un peu de la photo touriste ? Il me semble avoir lu dans une phrase de ce rapport de la Chambre que l'attractivité économique et donc touristique de la région jouait en notre défaveur. Hein ? Donc j'ai bien compris. Oui, tu as très bien compris, José. Ta remarque est très pertinente. C'est comme tous les rapports de la Chambre. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Il y a un budget spécifique maintenant et donc la Chambre demande une méthodologie financière pour savoir exactement ce qu'il en est. Je retiens aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui... Il y a 1% des entreprises qui sont concernées par le dispositif. Donc je crois que les entreprises vont devoir adhérer au dispositif en question. Je peux me permettre un autre. Normalement, les entreprises font payer à leurs clients l'enlèvement de leurs déchets. Donc c'est déjà financé. Elles doivent, ça va leur donner les moyens de payer. C'est une taxe que la métropole veut mettre en. C'est fait déjà. Hein. Ah, c'est une redevance spéciale. Donc, il y a une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM, mais la métropole de Nice a instauré une redevance spéciale. Elle l'a fait pour les professionnels. C'est une redevance spéciale. Et à ce jour, il y a à peu près 1% des entreprises qui sont concernées par cette redevance spéciale. Ça veut dire qu'il y a encore 99% des entreprises qui doivent adhérer à cette redevance spéciale. Pas de questions ? Bien, merci beaucoup de prendre acte de ce document. La troisième délibération à l'ordre du jour, c'est l'adhésion de la commune au dispositif partenarial de la Convention Habitat à caractère multisite numéro 3 et approbation de la Convention Habitat subséquente à cette convention.
Qu'est-ce qu'il y a, Richard? Quand on ne comprend pas le titre, c'est inquiétant. Donc, je vais vous dire. Mes chers collègues, la convention opérationnelle Habitat en multisite numéro 2, conclue entre l'établissement public foncier, l'EPF PACA, pour une intervention foncière à court terme destinée à la production de programmes d'habitat mixte, signé le 28 mars 2012, est arrivé à échéance le 31 décembre 2020. Ça, c'est une première chose. La métropole, souhaitant poursuivre et développer son partenariat avec l'EPF PACA, une nouvelle convention habitat à caractère multisite numéro 3 a été signée entre la métropole et l'EPF PACA le 29 décembre 2020 pour la période 2021-2026. Cette convention précise que la métropole est garante du rachat des fonciers en cas d'abandon du site, objet du portage, cette garantie étant transférée aux communes SRU concernées et la gestion des biens acquis transférée aux communes d'implantation dans le cadre de conventions métropole-commune subséquentes. Ça veut dire que la métropole a signé une première convention avec EPF PACA pour qu'EPF puisse intervenir sur le territoire métropolitain pour des opérations d'habitation et qu'il est nécessaire pour que EPF PACA puisse intervenir sur notre territoire, sur chacun des territoires des communes de la métropole, que la commune en question signe une convention avec la métropole. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La convention multisite numéro 3 a fait l'objet d'un avenant numéro 1, signé entre la métropole et l'établissement public foncier, les 28 juin et 26 juillet 2021, prévoyant un abondement de l'engagement financier de l'EPF de 20 millions d'euros, portant le montant global de la convention à 60 millions d'euros. Ce montant correspond à un objectif prévisionnel de 1600 logements environ en mixité sociale, dont au moins 40% de logements aidés. Donc, EPF PACA est en capacité d'investir jusqu'à 60 millions d'euros sur le territoire de la métropole pour produire des logements. Cette convention nous intéresse en particulier puisque, à Villefranche, EPF PACA est intervenu 2 fois. La première fois, en ce qui concerne le projet Montolivo, dont tout le monde se souvient, en vieille ville, c'est un projet qui a plus de 10 ans, 10 logements qui sont terminés, finalisés, 4 entreprises qui ont fait faillite successivement, et finalement une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner, et la commune qui a souhaité préempter le bien par l'intermédiaire d'EPF PACA. Donc c'est EPF PACA qui va racheter le bien, et ensuite nous pourrons disposer de ces 10 logements pour en faire des lieux d'habitation, probablement 4 logements sociaux et 6 logements libres. Deuxième intervention de EPF PACA sur une propriété au 3 avenue Albert Ier, juste à côté du Café Riche et de l'agence, là où il y a l'agence immobilière. Bon, la propriétaire souhaite vendre à hauteur de 1,3 million d'euros. La commune émet un avis favorable à la préemption. EPF PACA décide de racheter le bien et donne les 1,3 million d'euros à la propriétaire. Et nous avons sur cette propriété, au 3 avenue Albert Ier, un projet de 24 logements sociaux et 35 places de parking. Donc ça, c'est les interventions de EPF PACA sur un territoire communal. Pour que EPF PACA puisse continuer à intervenir à Villefranche, il nous faut signer cette convention entre la ville et la métropole, puisque c'est la métropole qui a conventionné avec EPF PACA. Dans le cadre de la convention multisite numéro 3, celle dont nous parlons en ce moment, il est prévu que la métropole se coordonnera avec les communes via un protocole partenarial intitulé Convention Habitat, qui permettra de mobiliser l'EPF après identification des sites d'intervention foncière.
La commune de Villefranche a pu bénéficier de ce dispositif en tant que commune soumise à la loi SRU et souhaite poursuivre ce partenariat pour la production de logements en mixité sociale en adhérant à la convention habitat bilatérale entre la commune et la métropole, subséquente à la convention multisite numéro 3. Par conséquent, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir approuver cette convention et de m'autoriser à signer la dite convention habitat et à accomplir toutes les formalités liées à sa mise en œuvre. Est-ce que vous avez des questions? Charlie. Micro. Oui. Ce qui serait bizarre, c'est que c'est EDF PACA qui achète et qui revend en particulier. Parce que c'est ce qui se dit. Hein. Ce qui se dit que c'est déjà des gens qui ont déjà acheté ce terrain, donc ça laisse un peu des doutes. Il se dit des choses. Non, enfin, moi je te dis. Mais je peux te dire que ce n'est pas ce qui va se passer. En fait, Okay. Charlie, EPF PACA est en contact avec la commune de Villefranche, avec moi en l'occurrence, et avec un bailleur social. Et c'est de logements sociaux qui vont être faits. Donc il n'y aura aucune opération immobilière particulière. Bon. C'est simplement des logements sociaux, 24 logements sociaux. Ok, merci. Voilà. Mais je te remercie de me permettre de donner l'information aux conseillers municipaux et à la population villefranchoise. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres remarques? Donc nous allons voter. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette unanimité. Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 4. Il s'agit, Maître Bézina, de la modification du tableau des effectifs du personnel communal. Merci, monsieur le maire. Ça marche? Oui. Oui, bon, c'est assez classique. Vous commencez à avoir l'habitude. C'est l'application de la loi du 26 janvier 1984, qui est la loi cadre des fonctionnaires publics territoriaux. Une loi cadre, c'est une loi qui prend un thème et qui fait le point total sur la situation d'une profession, par exemple. C'est une loi cadre qui encadre le statut juridique de tous les fonctionnaires territoriaux. Et cette loi cadre, elle a un article 34 qui nous demande, nous, collectivités locales, à intervalles réguliers, de fixer les cadres d'emploi de la ville en fonction d'une vision théorique de la situation. Chaque commune, en fonction de sa taille, a tant d'emplois possibles. Donc il y a une vision théorique qui font la création d'emplois, pas forcément toujours occupés du premier coup. Chez nous, oui, pour l'instant. Et cette création d'emplois fait qu'on arrive à l'effectif théorique que la loi nous autorise. Et dans le même temps, on supprime des emplois. Ce sont les emplois. Alors supprimer, ça veut dire que quand, par exemple, un fonctionnaire monte d'un grade, on supprime le poste dans lequel il était si on ne le pourvoit pas autrement, mais ce n'est pas une suppression pour lui, puisque lui, il va occuper un emploi plus important par la suite. Alors, conformément à cette loi, il vous appartient de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en tenant compte des ajustements que le conseil municipal a dû effectuer tout au long de l'année 2022, en procédant à des créations et des suppressions d'emplois. Deuxièmement, de l'évolution des services de façon à répondre au mieux aux attentes et aux exigences administratives. Troisièmement, les mouvements du personnel, recrutement, mutation, mise en disponibilité, retraite. Quatrièmement, les avancements de grade et les promotions internes. Et cinquièmement, les réussites aux examens et concours de la fonction publique territoriale. Les modifications suivantes vous sont proposées. Création de postes effectifs théoriques, comme je vous l'indiquais à l'instant. Alors, un adjoint technique non titulaire, une suppression des postes effectifs théoriques un attaché territorial, un rédacteur principal deuxième classe, 2 adjoints administratifs principaux deuxième classe, un agent de maîtrise principal, un agent de maîtrise, un adjoint technique principal première classe et 4 adjoints techniques. Je vous demande de bien vouloir adopter le tableau des effectifs du personnel communal conformément aux documents qui étaient annexés à votre ordre du jour. 2 chiffres que je rajoute. L'effectif du personnel communal, commune de Villefranche, est à 147 aujourd'hui. Il était à 141 il n'y a pas longtemps, mais c'est une
augmentation du cadre d'emploi extrêmement utile, et celle-là, elle n'est ni théorique ni fantasmatique, elle est réelle, puisqu'il y a eu la création de 2 services, dont un que vous avez inauguré, monsieur le maire, cet après-midi, je n'ai pas pu être là, c'est France Service. Donc vous étiez à l'inauguration aujourd'hui. France Service fonctionne notamment avec 3, voire 4 fonctionnaires territoriaux aujourd'hui. 3 ou 4 ? 3 fonctionnaires territoriaux. Et la création de la SMEL, qui emploie à temps complet un fonctionnaire territorial. Voilà. Je vous demande de vouloir adopter le tableau des effectifs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Non, il y avait des questions, pardon. Je n'ai pas vu de main se lever, pardon. Il y avait des questions, excusez-moi, je n'ai pas vu de main se lever. Il n'y a pas de questions. Alors, qui est pour finalement ? Tout le monde est pour. Merci de votre unanimité. Merci beaucoup, André. Nous continuons avec le point numéro 5. Il s'agit du système national d'enregistrement des demandes de logements sociaux. Ça va aller très vite. C'est en fait pardonnez-moi, un renouvellement de cette adhésion. Je vous rappelle les principes. Délibération du 27 mars 2017. La commune adhère au système national d'enregistrement de la demande de logement social, permettant ainsi d'avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de logement, quel que soit le lieu d'enregistrement, et de simplifier les démarches des demandeurs en proposant un service public de proximité complet, de l'enregistrement à la proposition de logement, donc du début à la fin, c'est ça qui est important. La métropole Nice-Côte d'Azur, compétente par la loi ALUR en matière d'information des demandeurs de logement locatif social, a mis en place un service d'information et d'accueil des demandeurs métropolitains organisé autour des guichets de proximité dans les communes où le CCAS ou du CCAS et d'un lieu d'accueil commun des demandeurs au sein de la maison de l'habitant. La commune de Villefranche, en qualité de service enregistreur, a bénéficié de la mise à disposition par l'État à titre gracieux d'un outil nommé Système national d'enregistrement, SNE, pour enregistrer la demande de logement social et délivrer le numéro unique aux demandeurs. Considérant qu'il convient de procéder au renouvellement de la convention avec l'État, prise en application des dispositions de l'article R441-5 du Code de la construction et de l'habitation, le CCH, et précisant les conditions et les modalités de mise en œuvre du SNE sur le territoire. Je vous propose de bien vouloir approuver le renouvellement de l'adhésion au système national d'enregistrement de la demande de logement social, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention portant sur les conditions et les modalités de mise en œuvre du SNE sur le territoire et portant adhésion à la charte régionale unique qui était annexée à votre ordre du jour. Et enfin, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager l'ensemble des actions et à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la délibération. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est l'unanimité, monsieur le maire. Merci André. Nous passons au point numéro 6. Il s'agit de la mutualisation des ressources techniques en informatique entre la mairie et le CCS. Madame Baraja. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, depuis 2010, des moyens techniques permettant de mutualiser la téléphonie et l'accès à Internet et par conséquent les réseaux informatiques ont été mis en place sur le territoire communal et ont permis de faciliter les échanges entre les différents services de la commune, du CCAS et de la crèche. Une première convention a permis au CCAS depuis 2017 de bénéficier du concours de la commune pour la mise à disposition des agents du service informatique, la gestion de ces outils numériques et un renforcement des moyens techniques mutualisés. Cette convention étant arrivée à échéance, je vous propose d'adopter le projet de convention qui était joint en annexe de votre ordre du jour et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour l'unanimité. Merci Madame Baraja. Oui, nous avons une belle inauguration de l'espace France Service aujourd'hui, ce qui permet de proposer à la population villefranchoise un ensemble très cohérent. Le centre communal d'action sociale, sur la droite en montant, le foyer des Caroubiers un peu plus haut, l'épicerie sociale
et l'espace France Service. Et je crois que là, on a vraiment des outils très intéressants pour la population. José. On a le CIVOM qui est effectivement tout ceci dans le bâtiment de l'école communale, hein, et en particulier l'espace France Service dans une ancienne classe du collège, avant que la ville de Beaulieu ne nous vole le collège en 1974. Je me permets de le répéter parce que c'est ce que j'ai dit à mon grand ami Roger Roux tout à l'heure, qui s'en rappelle très bien d'ailleurs. Bien, point suivant. Monsieur Baucher, nous participons à l'acquisition d'un drone sous-marin. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, le site Natura 2000 Cap Ferrat, faisant face aux communes de Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap d'Aille et Villefranche, abrite des écosystèmes et une biodiversité foisonnante, dont l'herbier de Posidonie et la biocénose coralligène. La brigade de gendarmerie maritime, dotée d'une navette côtière de surveillance, effectue dans ce secteur des patrouilles régulières destinées à faire respecter les arrêtés préfectoraux visant à protéger l'herbier de Posidonie et renforcer la sécurité en mer. Afin de répondre au mieux aux nouveaux enjeux environnementaux et d'être plus efficiente tant sur le plan préventif que répressif, cette unité souhaiterait se doter d'un drone sous-marin. Cet équipement permettrait notamment de contrôler les dégâts occasionnés par l'encre des navires dans les herbiers de Posidonie et de contribuer ainsi à la matérialisation de l'infraction et à la sensibilisation des commandants de navires, de lutter contre le braconnage, de lutter contre la mise en place de corps morts sauvages, ça on sait de quoi on parle, hein, de rechercher les filets perdus qui continuent d'être pêchants afin de pouvoir les enlever et ainsi lutter contre la destruction des écosystèmes marins et contribuer à l'élimination des déchets. La brigade de gendarmerie maritime, ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à l'acquisition de ce matériel, a sollicité la participation des 5 communes du littoral concernées par le site Natura 2000 Cap Ferrat. Le montant de l'acquisition du drone sous-marin s'élève à 18 912,40 €. Dans le cadre d'une répartition équitable de cette dépense entre chaque commune, il est envisagé une participation de la commune de Villefranche-sur-Mer à hauteur de 3 782,48 €. Compte tenu de l'intérêt que peut revêtir cette acquisition pour la protection et la préservation du milieu marin de la rade de Villefranche, je vous propose d'approuver la participation de la commune à l'acquisition d'un drone sous-marin pour un montant de 3 782,48 €. Y a-t-il des questions ? C'est une excellente idée. Nous allons, Maître Bézina, vous vous rapprocherez de votre ami Renaud Muselier à ce sujet. Oui, d'ailleurs c'est un projet qu'il avait mais qu'il n'a pas réalisé, ainsi que le président de la métropole, c'était un projet mais ils ne l'ont pas réalisé non plus. Voilà. C'est juste parce que vous... Les drones, ça y est. Les drones au niveau de la région sont arrivés. On verra. C'est peut-être les mêmes. Vu le montant, le coût du drone, je pense que peut-être c'est ceux-là, il en fait partie. Hein. Je pense, mais à voir, à demander. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité, merci. Point numéro 8. Madame Bravetti, vous avez la parole. Un projet cinéma pour les enfants de l'école. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la directrice de l'école élémentaire J. Calderoni a sollicité la commune pour le financement d'une classe cinéma pour les élèves de 4 classes. CE2, CM1, CM1, CM2 et CM1, CM2, soit 95 enfants. Ce projet démarre le 13 décembre jusqu'au 17 décembre 2022 dans les locaux de l'école. Les élèves réaliseront 2 petits films par classe sur des thèmes choisis par les enseignants, qui seront ensuite en téléchargement pour les familles. Le projet est financé de la manière suivante. Coût du projet 2 375 €, don de la PEV 800 €, bénéfice photo 2021-2022 400 €, bénéfice photo 2022-2023 400 €. Afin de boucler le budget, l'Office central de coopération à l'école,
au CCE de l'école de l'Eschiaou sollicite le soutien financier de la commune de Villefranche-sur-Mer à hauteur de 775 €. Je vous propose d'accorder une subvention de 775 € au bénéfice de l'OCCE de l'école. Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65-74. Pas de questions, je suppose. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci beaucoup. Nous passons au budget maintenant. Maître Chichmanian, vous avez bien pris votre respiration. C'est à vous pour plusieurs délibérations. Et la première étant l'attribution d'une subvention exceptionnelle depuis le budget principal vers le budget annexe des mouillages. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Le budget annexe des mouillages de Villefranche a été créé par délibération du 8 février 2022 et il est géré dans le cadre de la nomenclature M14 s'appliquant aux services publics industriels et commerciaux, lesquels sont soumis à la règle d'équilibre du Code général des collectivités territoriales. Le financement de ces services est assuré par les redevances perçues auprès des usagers qui doivent couvrir l'ensemble des charges de l'activité. L'article L2224-2 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut décider d'une prise en charge des dépenses du SPIC dans son budget général si les exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières, si le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, ou bien si, lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Dans le cadre de l'exécution budgétaire 2022 de ce service mis en fonction au mois de mai, il est proposé au Conseil d'accorder une subvention exceptionnelle de 50 000 € au budget annexe des mouillages, ce qui permettra le maintien des tarifs appliqués à ce jour. Je rappelle que lors du budget primitif de la commune voté en avril dernier, il était prévu une subvention de 120 000 €. Le conseil d'exploitation de la régie des mouillages, réuni le 28 novembre, a émis à l'unanimité un avis favorable à l'attribution de cette subvention. Y a-t-il des questions? Nous passons donc au vote. Ah, Madame Beuil, pardon. Oui, j'aurais tout simplement. Alors déjà, je précise, ayant la procuration de Monsieur Alain Curti, que Monsieur Alain Curti, tel qu'il s'est engagé auprès du conseil d'exploitation, vote favorablement pour cette délibération. Ceci étant, moi j'aurais une petite question. J'aimerais tout simplement savoir qu'est-ce qui justifie cette subvention de 50 000 €? Doit-on la considérer comme des investissements ou du fonctionnement? Je pense que je ne peux pas vous donner aujourd'hui d'explication, mais c'est pour maintenir un budget en équilibre. Je crois savoir, j'ai cru comprendre déjà que le directeur de l'ASMEL a été très raisonnable dans bien des domaines, si bien que cette subvention avait été prévue, vous le voyez, plus du double, puisqu'on avait envisagé 120 000 €. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre question, mais je pense que c'est l'un comme l'autre. Que disent les services? Alors, on me dit fonctionnement. Très bien. Parce que justement, il m'avait semblé, lors de la dernière délibération où vous nous aviez proposé la subvention de 120 000 €, qu'il n'était possible d'abonder une SPIC que s'il s'agissait de dépenses d'investissement. D'où ma question sur le fait que ce soit des dépenses de fonctionnement. OK. Alors, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2.
Et qui vote pour? Plus Monsieur Maître Curti. Délibération suivante. C'est le budget principal, la décision modificative numéro 1. La décision modificative numéro 1 du budget principal a pour objet de procéder à des réajustements de crédits, à l'inscription de nouveaux crédits tant en recettes qu'en dépenses, affectant aussi bien la section de fonctionnement que d'investissement. Donc là, tout de suite après, il est donné 2 exemples. D'abord, pour la section de fonctionnement, nous avons eu la bonne surprise de recevoir une recette supplémentaire provenant des droits de mutation pour 620 000 €. Ensuite, deuxième exemple, le règlement du contentieux avec l'ex-société Pierre et Vacances a conduit à la conclusion d'un protocole d'accord qui a été adopté lors du dernier conseil municipal. Et pour prévoir le règlement de ce litige, une provision qui a été constituée à hauteur de 100 000 € en 2 fois, en 2021 et en 2022. Et donc, nous sommes dans l'obligation donc de réajuster les comptes en réglant 55 000 € à Pierre et Vacances et en constituant une provision de 40 000 € pour les frais de procédure. Pour les dépenses de fonctionnement, il est prévu des réajustements de crédit pour les charges à caractère général et les charges de personnel pour le montant de 720 000 €. Alors pour la section d'investissement, il s'agit de réimputer comptablement une recette à hauteur de 20 000 €. Donc les modifications budgétaires sont les suivantes. Pour ce qui concerne les dépenses et recettes d'investissement, vous voyez qu'il y a une somme de 20 000 € qui est à la fois passe d'un chapitre à un autre. Il s'agit d'une régularisation. C'est une somme que nous avons perçue en 2020 qui avait été affectée à une taxe d'aménagement et il s'est avéré que c'était pour l'épicerie sociale. Donc c'est simplement une écriture comptable. Pour les dépenses de fonctionnement, le montant est de 720 000 €. Pour les charges à caractère général, 370 000 € et les détails qui vous sont donnés, il y en a quelques-uns sur lesquels je vais revenir. L'électricité et les combustibles, on a prévu 40 000 et 30 000. Tout le monde sait que l'électricité a augmenté pour une multitude de raisons inutiles à évoquer ici. On l'entend suffisamment à la télé. Les autres fournitures non stockées, c'est-à-dire 60 000 €, ce sont en réalité notamment des plantes. Je passe au contrat de prestation de services, moins 100 000 €, donc nous avons prévu trop, et on a donc retiré ces crédits, comme vous le savez, qui sont affectés ailleurs aux différents postes excédentaires. Location mobilière, 30 000, entretien des bâtiments publics, 10 000, bois et forêts, c'est aussi en moins, 30 000 €. Donc je ne vais pas revenir sur tous les postes. Si nécessaire, vous me poserez des questions. Assurance obligatoire dommages construction, 14 000 €. C'est en réalité la garantie décennale pour le gymnase que nous n'avions pas encore prise. Les frais d'acte et de contentieux qui peuvent vous paraître élevés, 20 000 €, résultent en fait du règlement du protocole transactionnel Pierre et Vacances. Et comme tout le monde sait, ça s'est passé entre avocats et les avocats ont des honoraires qui sont ce qu'ils sont. Oui, non, comme vous le savez, nous n'avons pas ici une nature contentieuse, on ne lance pas des procès, quasiment jamais, si ce n'est jamais. Mais quand on nous assigne, on se défend. Fêtes et cérémonies, 50 000 €. Et il ne vous aura pas échappé que nous avons fait cette année des manifestations de prestige. Et voilà, puis voyage et déplacement, 6 000 €. C'est ni le maire qui voyage, ni les conseillers municipaux. Tout a été affecté au personnel pour un certain nombre de déplacements, à des journalistes, et essentiellement aussi aux frais du musée. Pour les charges de personnel et frais assimilés, 250 000 €. Comme cela vous a été dit il y a un instant par Maître Bézina, il y a 6 embauches pour 2 de nos services. France Service, 3 embauches. La SMEL, 1.
le musée une embauche et un au service technique. Il y a en outre une augmentation d'indice de 3,5%, qui a donc affecté tous les employés de la mairie, et également le SMIC à hauteur de 4%, puisqu'il a augmenté 2 fois. Les charges exceptionnelles, 110 000 euros. Le premier 50 000, c'est la subvention pour le mouillage de la semelle, et les 60 000, c'est la régularisation de pierres et vacances. Dotation aux amortissements, ce sont les provisions, donc c'est ce que je viens de vous expliquer pour les 40 000 euros. Pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, 720 000 euros. Le premier point, 620 000 euros, ce sont les droits de mutation supplémentaires dont je vous ai parlé. Et reprise provision semi-budgétaire, c'est 100 000 euros, somme qui avait été, ce sont des reprises pour les risques et les charges que nous avons assumées et qui proviennent des 2021 et 2020. Le conseil municipal sera amené à se prononcer sur cette décision modificative dont le projet est joint en annexe de l'ordre du jour, annexe numéro 7. Y a-t-il des questions? Non. Non. Alors, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Bien, merci beaucoup, Maître Chichmanian. Nous passons au point numéro 11. Il s'agit du budget annexe des parcs de stationnement Wilson, Marinière et Barmassa. Décision modificative, vous avez la parole. La décision modificative numéro 1 du budget annexe a pour objet, donc, comme la délibération précédente, et d'ailleurs la suivante, a pour objectif de procéder à des réajustements de crédits, à l'inscription de nouveaux crédits tant en recettes qu'en dépenses, affectant aussi bien la section de fonctionnement que d'investissement. Cette décision modificative a un objet unique d'ailleurs, qui est la régularisation des amortissements pour 40 000 euros qui concerne des études effectuées sur les exercices 2010 à 2013, et nous n'étions pas d'ailleurs à l'époque encore nés. Et s'agissant d'opérations anciennes, l'amortissement est effectué sur un seul exercice et ces amortissements n'avaient jamais été faits. Ces opérations n'entraînent aucun décaissement de la part de la commune, comme toute opération d'amortissement. S'ensuivent alors donc toute une série de zéros qui correspondent à cette régularisation. Le conseil municipal doit donc se prononcer sur cette décision du budget annexe des parkings, dont le projet est joint en annexe de l'ordre du jour, c'est l'annexe numéro 8. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Délibération numéro 12, budget annexe des mouillages. DM numéro 1, Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette décision modificative numéro 1 du budget a pour objet de procéder au réajustement de crédit, inscription de nouveaux crédits tant en recettes qu'en dépenses, affectant aussi bien la section de fonctionnement que d'investissement. Pour la section de fonctionnement, cette décision concerne principalement un ajustement de crédit correspondant à la redevance d'occupation du domaine public due à l'État et qui, pour l'exercice 2021, était supporté par le budget principal de la commune. Et pour la section d'investissement, il s'agit d'intégrer et d'amortir les subventions réellement perçues à ce jour, à savoir la subvention de la métropole pour 78 000 euros et la subvention de la région pour 200 000 euros. Lorsque les autres subventions arriveront, on les intégrera. Les modifications budgétaires sont donc les suivantes. Pour la section d'investissement, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Pour les recettes d'investissement, c'est un très joli zéro. Et pour les dépenses de fonctionnement, 8 000 euros. Charges à caractère général, 5 000. Location mobilière, 5 000. Autres charges de gestion courante, 3 000. Et les 3 000, c'est la redevance dont j'ai parlé. Et pour les recettes de fonctionnement, 8 000. Ce sont essentiellement des opérations d'ordre et
c'est la redevance de l'État, car l'ASMEL est sur le domaine public. Le conseil municipal est amené à se prononcer sur cette modification du budget et c'est l'annexe numéro 9. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Beuil. Alors déjà, première petite question. Si nous avons bien compris, la région a enfin versé la totalité de la subvention. 200 000 euros. Donc on nous a versé les 100 000 euros manquants la dernière fois. Sûrement. Non. Ah, on m'a soufflé non derrière. Puisque vous souhaitez revenir sur ce point, Madame Beuil, je me suis trompé au dernier conseil municipal. J'ai annoncé que les subventions étaient déjà acquises alors qu'elles ne l'étaient qu'en partie pour la région. Nous avons reçu 109 000 euros de la région. Il manque encore 91 000 euros qui vont arriver. La subvention de la métropole est bien de 78 000 euros. Et nous attendons également la subvention de la Fondation Albert II, dont je ne doute pas, compte tenu de l'investissement environnemental de Son Altesse Sérénissime, qu'elle viendra également. Et donc, nous aurons, au final, les 328 000 euros de subvention annoncées sur 800 000 euros d'investissement communal. Nous aurons exactement le montant dont nous avons toujours parlé. Vous avez la parole. Très bien, mais c'était justement par rapport à ce que vous nous aviez dit, à savoir que justement nous n'avions que 100 000 euros sur les 100 000 et que les 100 000 devaient arriver, que je posais ma question. Puisqu'effectivement, nous, ce qui nous interpelle, c'est un petit peu, si vous voulez, alors ce n'est pas notre spécialité, on ne va pas le cacher, mais ceci étant, comme qui dirait une petite incohérence budgétaire selon nous, du moins nous la percevons comme cela, puisque justement il y a toujours 200 000 euros de dotations régionales qui sont inscrites, alors que la dotation de la Fondation Albert II, elle, est bien enlevée. Et deuxièmement, nous avons aussi une petite question au niveau des amortissements. Lors du dernier conseil municipal, vous nous avez demandé de valider des nouveaux frais d'amortissement sur 10 ans et non plus sur 30 ans. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous avons toujours des frais d'amortissement inscrits sur 30 ans. D'où ma question. On va demander. Monsieur Comte. Cette première année, on ne comptera que 3 mois sur 12. Donc, ça rentrera dans les 30 000. Effectivement, l'année prochaine, c'est 87 000 euros qui vont être. D'accord. Donc le budget n'est pas entre guillemets, n'est pas le budget définitif. On va dire que c'est juste un budget de transition. On ne peut amortir que la période où voilà. Ça est ouvert au mois de mai. Dans la projection, c'est ce qui nous interpellait, puisqu'il y a tout juste un mois, nous avons validé différentes choses et aujourd'hui, nous ne les voyons plus apparaître. Voilà. En fait, nous avons, au mois de mars dernier, validé un budget théorique de première année d'exploitation, qui d'ailleurs n'a duré que 6 mois, puisque la SMEL a ouvert le 1er juin ou le 15 juin, peut-être le 15 juin. Ainsi, nous avions prévu 200 000 euros de dépenses d'exploitation et donc 200 000 euros de recettes d'exploitation. Au final, nous aurons dépensé 78 000 euros. 58 000 euros de charges de personnel et 20 000 euros de charges à caractère général, alors que nous avions prévu 83 000 et 53 000. Pour un total donc de 78 000 euros de dépenses d'exploitation. Quant aux recettes, nous avions prévu 80 000 euros de recettes, nous en avons eu 28. Et nous avions prévu 120 000 euros de produits exceptionnels. Et donc nous avons besoin finalement, pour équilibrer le budget, de 50 000 euros seulement. Donc voilà, une première année, c'est un budget probabiliste. Il s'avère finalement que la SMEL a coûté presque 3 fois moins cher que ce que nous avions prévu au départ. Donc je remercie les services de la prudence de leur budget. Voilà. Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Nous, en vertu de la prudence, on va s'abstenir pour le moment.
Qui vote pour? Merci. Très bien, merci beaucoup. Nous passons donc à l'ouverture de crédit par anticipation. Tout d'abord pour le budget principal 2023, Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. L'article 1612-1 du CGCT dispose que le maire est en droit, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au titre de l'exercice précédent, et pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent. Si bien qu'ici, on ne discutera donc, on énoncera ce qui concerne la section d'investissement seulement. Les dépenses réelles d'équipement s'élèvent à 7 526 500 pour l'année écoulée, et donc le quart des dépenses représente 1 881 625 €. Il est donc proposé au Conseil de prévoir l'ouverture des crédits suivants en section d'investissement, et qui donc est le quart du poste précédent du budget de l'année 2022. Pour les dépenses, 1 881 625, immobilisation incorporelle 97 250, que sont frais d'études et concessions et droits similaires. Pour les subventions d'équipement, 750 €. Pour les immobilisations corporelles, plantations d'arbres et arbustes, installations d'agencement, réseaux, autres matériels, outillage, œuvres d'art, etc., 118 125 €. Les immobilisations en cours, 1 665 500 €. Construction, 1 492 750, donc c'est le quart de ce que nous avions dépensé. Et les installations matérielles et outillage, 172 750 €. Y a-t-il des questions? Nous passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup, Maître Chichmanian. La même délibération d'ouverture de crédit par anticipation pour les parcs de stationnement. Merci, Monsieur le maire. Alors, le texte est le même, puisque pour les dépenses de fonctionnement, le maire est habilité dans la limite des crédits inscrits au titre de l'exercice précédent, et pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent. Les dépenses réelles d'équipement s'élèvent à 811 115,37 pour l'année précédente. Le quart est donc 202 778 €. Il est donc demandé de prévoir l'ouverture des crédits suivants en section d'investissement et au titre des dépenses 202 778,84. Pour les immobilisations incorporelles, 62 500. 66 250 pour les immobilisations corporelles, et pour les immobilisations en cours, 74 028,84. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. La même délibération d'ouverture de crédit par anticipation pour le budget des mouillages. Merci, Monsieur le maire. Donc la règle est toujours la même. Et pour ce qui concerne donc les dépenses réelles d'équipement 2022, elles étaient de 131 000 €. Le quart de ces dépenses représente 32 750 €. Il est donc proposé au Conseil de bien vouloir prévoir l'ouverture des crédits suivants en section d'investissement. Pour les dépenses, 32 750 € se répartissant en immobilisation incorporelle 2 500, immobilisation corporelle 15 000, immobilisation en cours 15 250. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Une dernière délibération sur les finances. Il s'agit de l'avance sur subvention au CCAS. Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. Le Centre d'action sociale a sollicité une avance sur subvention pour faire face aux dépenses de fonctionnement qu'il aura à honorer entre le 1er janvier et le vote du budget primitif, c'est-à-dire pratiquement 4 mois. Le maire est en droit d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget précédent.
Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder une avance de 150 000 € sur la subvention qui sera versée au CCAS. L'avance sera effectuée mensuellement à concurrence de 37 500 € pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Unanimité. Merci. Très bien, Madame Baraja vous remercie en particulier pour le CCAS. Nous passons à la délibération numéro 17. Il s'agit des droits de place, de voirie et d'occupation du domaine public, de la modification et de l'actualisation des tarifs. Monsieur Bojanovic, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération du 29 octobre 2012, le 28 mai 2014, le 3 décembre 2014, le 30 mars 2015, le 13 avril 2016 et le 27 mars 2017, le conseil municipal avait fixé successivement le montant des droits de place, de voirie et d'occupation du domaine public. Compte tenu de l'ancienneté de cette tarification et de la reprise soutenue de l'activité commerciale après la période de Covid, je vous rappelle durant laquelle la commune a procédé à des exonérations partielles de redevances en 2020 et en 2021. Il est apparu nécessaire de procéder à la révision de la grille tarifaire en vigueur en mettant en cohérence ces tarifs avec ceux pratiqués notamment sur les communes environnantes. Les principales actualisations proposées portent sur l'augmentation du prix du mètre carré des terrasses en bord de mer, sur les places publiques et les autres secteurs de la commune, des tarifs d'occupation des espaces publics pour les tournages, travaux, droits de stationnement, des taxis, réservations diverses. Par contre, une réduction des tarifs sur les éléments accessoires, stores, tentes et étalages divers. Je vous propose donc de modifier et actualiser les tarifs des droits de place, de voirie et d'occupation du domaine public en vigueur, applicables à compter du 1er janvier 2023, conformément à la grille tarifaire qui était annexée à votre ordre du jour. D'abroger les délibérations surmentionnées qui deviendront caduques à compter de cette date. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Merci pour cette délibération, Robert. Nous allons maintenant passer au point suivant. Il s'agit de la boutique des musées. Une convention de dépôt-vente temporaire. Madame Laugier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, alors que les musées de la Citadelle sont actuellement fermés et en vue de l'ouverture de la galerie des musées de la Citadelle, située quai Courbet, la commune souhaite enrichir le stock de la boutique des musées d'articles en dépôt-vente de l'artiste Jean-Baptiste Bernadet qui a exposé à la Citadelle du 2 juillet au 4 décembre 2022. Afin de proposer aux visiteurs un choix de produits diversifiés et de qualité, il est envisagé de mettre en vente 5 nouveaux articles réalisés par cet artiste. À cette fin, il conviendra de passer une convention de dépôt-vente avec la société Combray SPRL, elle est belge cette société, qui produit les œuvres de Jean-Baptiste Bernadet. Je vous propose d'adopter la convention de dépôt-vente temporaire avec la société Combray SPRL, prévoyant les modalités de vente en régie, dont le projet était annexé à votre ordre du jour, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention d'une durée de 2 ans. Y a-t-il des questions? Non? Très bien, on procède au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Merci. Délibération suivante, toujours sur la boutique, pour les tarifs des nouveaux produits. Merci. Donc, dans le prolongement de la délibération relative à la convention de dépôt des œuvres de Jean-Baptiste Bernadet, il conviendra de fixer les tarifs des 5 nouveaux articles qui seraient vendus au public. Les prix proposés sont les suivants: pot de fleurs et soucoupe 540 €, bougeoir 180, t-shirt 30 €, suite 70 € et casquette 30 €. Je vous propose d'adopter les tarifs ci-dessus.
La grille tarifaire des produits de la boutique des musées actualisée était annexée à votre ordre du jour. Y a-t-il des questions? Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup Monica. Nous passons à la rétrocession à la commune d'une concession décennale au cimetière de Villefranche-sur-Mer. C'est Patricia Degus qui a la parole. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, les fondateurs et acquéreurs de concessions funéraires ont la possibilité de rétrocéder leur concession à la commune, si celle-ci est libre de tout corps et si la commune accepte la rétrocession. Le législateur a fixé les modalités de calcul de la rétrocession d'une concession. Le prix est calculé en fonction de la durée écoulée depuis l'achat et de celle restante. Monsieur Georges Toris, demeurant 590 avenue Georges Clémenceau, 06 230 Villefranche-sur-Mer, a sollicité la commune afin de procéder à la rétrocession de la concession décennale case 239. Cette concession décennale a été acquise le 14 mars 1997 pour un montant de 5 500 francs. La concession a été renouvelée 2 fois, une première fois en 2007 pour un montant de 838,47 € et une deuxième fois en 2017 pour un montant identique. Par ailleurs, M. Georges Toris souhaite acquérir une concession trentenaire au prix de 1 524,40 €. De ce fait, il libérerait la case 239 le 27 avril 2023, soit 46 mois avant la date d'expiration de la concession prévue le 13 mars 2027. Ainsi, il conviendra de procéder au remboursement de la somme de 323,41 € calculée comme suit: 838,47 € multiplié par 46 divisé par 120 égale 321,41 €. Le montant sera imputé au compte 673 du budget. Je vous propose d'accepter la rétrocession de cette concession aux conditions ci-dessus. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est? Oui, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier l'ensemble du personnel du gros travail qui est fait au cimetière et les deux Patricia Bonifacier Degus en particulier. Point numéro 21, il s'agit de l'avis de la commune sur la demande d'autorisation environnementale de la société Arianeo. Monsieur Robert Capelier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, par courrier en date du 6 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la commune, en qualité de commune limitrophe, du projet de modernisation de l'installation d'incinération des déchets ménagers et de la création d'un centre de tri de déchets dans le quartier de l'Ariane, à Nice, mené par la société Arianeo. Cette installation se situe dans l'emprise du terrain mis à disposition par la métropole de Nice-Côte d'Azur dans le cadre de la délégation de services publics. Le site de l'Ariane assure le traitement par incinération des déchets ménagers de la métropole et des collectivités limitrophes depuis 1978. Il s'agit de la plus ancienne usine d'incinération de la région Provence-Côte d'Azur et de la 3e usine d'incinération la plus importante de France en termes de volume de déchets traités. Le site dispose actuellement d'une capacité de traitement de 380 000 tonnes par an. L'unité de traitement thermique Arianeo produit de l'électricité et alimente les réseaux de chaleur de la métropole. Les équipements sont principalement constitués d'une unité de valorisation énergétique, UVE, qui comporte 4 fours chaudières d'une capacité totale de 50 tonnes par heure d'ordures ménagères, produisant 135 tonnes de vapeur surchauffée par heure. D'une unité de séchage de boue, de station d'épuration avant incinération d'une capacité de 100 tonnes par jour. D'une ligne de traitement des mâches-fer, de 4 lignes de traitement des fumées par procédé humide, d'une unité de traitement des effluents, station d'épuration, d'une chaufferie annexe d'une puissance de 38 MW installée sur 2 générateurs à vapeur et assurant le secours de production pour les réseaux de chaleur. Le projet porte sur une modernisation des installations existantes avec une capacité de traitement thermique des déchets dangereux et non dangereux pour une capacité inchangée de traitement total de 380 000 tonnes par an
Les modifications concerneront les éléments suivants. Extension du périmètre du site au regard du terrain mis à disposition par la métropole de Nice au travers de la DSP. Extension de la fosse d'ordures ménagères et création d'un nouvel atelier de traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux, DASRI. Mise aux normes de l'installation de traitement de l'unité de valorisation énergétique au regard des mesures réglementaires et augmentation de puissance de l'installation. Construction et exploitation d'un nouveau centre de tri des déchets. Amélioration et adaptation diverses au niveau du process. Schéma de circulation, amélioration de la performance énergétique, fourniture d'énergie thermique pour le réseau de chauffage urbain. La réalisation de cet ambitieux projet de l'Arianeo a pour objectif de maintenir la capacité de traitement prévue au plan régional de prévention et de gestion des déchets, le PRPGD, pour atteindre à terme une autonomie de traitement des déchets du bassin azuréen, d'optimiser l'empreinte carbone autour du site, d'assurer la continuité d'alimentation du réseau de chaleur de Nice-Est existant avec une énergie renouvelable et de récupération pour bénéficier des conditions tarifaires favorables à la destination de foyers à revenus modérés, de pérenniser le site et d'augmenter ses performances, notamment énergétiques et environnementales. Dans cette perspective, la société Arianeo a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation de cette installation d'incinération de déchets ménagers et du futur centre de tri. Le dossier du pétitionnaire a été considéré comme étant complet et régulier à l'issue de la phase d'examen par l'inspection de l'environnement. Il a également fait l'objet d'une enquête publique unique portant également sur la demande de permis de construire du 06-11-2022 au 01-12-2022. La commune de Villefranche-sur-Mer étant située dans un rayon de 3 km autour du périmètre du projet, le conseil municipal a été invité à donner son avis sur le projet. Considérant la finalité du projet de modernisation visant à atteindre les meilleures techniques disponibles de l'unité de valorisation énergétique de l'Ariane, je vous propose d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale de la société Arianeo. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Devant l'unanimité. Ah, voilà, tout le monde est pour. Je croyais qu'ils étaient contre. Merci beaucoup Robert pour ce site des traitements des déchets qui est tout à fait remarquable. 380 kilos de déchets par habitant, 550 000 habitants, ça veut dire qu'il y a 210 000 tonnes de déchets traités. Et donc, il y a des déchets qui sont amenés d'autres régions jusqu'à ce site. Maître Bézina, vous avez la parole pour les décisions prises par délégation. Oui, c'est encore une information classique. Par délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal a délégué à monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées. Conformément à l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci doit en rendre compte en conseil municipal. Les décisions prises par le maire par délégation figuraient dans les tableaux qui étaient annexés à votre ordre du jour. Je vous demande d'en prendre acte. Y a-t-il des questions tout de même ? Pas de questions ? Pas de problème. Bien, merci André. Pour vous dire que nous avons de nombreux événements prévus entre le 5 décembre 2022 et le 7 janvier 2023. Demain, une conférence de l'UVIA sur les jeux poétiques et artistiques en Grèce. Mercredi à 18h30, le lancement des illuminations de Noël que nous n'avons pas pu faire samedi à cause de la pluie. Donc la parade partira comment ? Donc nous allons partir de la place Amélie-Polonais pour remonter vers le jardin Binon et pour lancer les illuminations. Mercredi, toujours l'atelier de Noël pour les 4-6 ans à la médiathèque à 10h. Samedi 10 décembre à 16h à l'auditorium, le concert de Noël du Conservatoire intercommunal. Toujours samedi 10 décembre, le spectacle Écabule et la visite du Père Noël au Théâtre de Verdure à 17h30. Du lundi 12 décembre au mardi 10 janvier, l'exposition de la crèche de Noël. C'est la plus belle crèche de la Côte d'Azur.
Et la commune de Villefranche s'en est portée acquéreur l'an passé. Et on est très heureux qu'elle soit dans la citadelle, juste à côté de la mairie. Le mardi 13 décembre, une braderie de la Croix-Rouge au Sacré-Cœur. Toujours le mardi 13 décembre, à partir de 12h, vous êtes tous invités à participer au déjeuner de Noël des aînés, ici même, dans le chapiteau. Mercredi 14 décembre, un atelier laine cadrée, la médiathèque intercommunale. Mercredi 14 décembre, le Noël du comité d'entreprise des employés municipaux sous le chapiteau à partir de 14h. Jeudi 15 décembre, la visite du Père Noël, il est partout ce Père Noël, à la maternelle des Magnolias à 14h. Vendredi 16 décembre, le Noël des écoles avec la fanfare à la maternelle et le déjeuner des enfants sous le chapiteau à partir de 12h. Samedi 17 décembre, le Noël à Saint-Michel, Robert, la messe à la chapelle Saint-Gras, la procession au flambeau et la continuation de la fête au quartier à partir de 17h. Samedi 17 décembre, une journée conférence historique, le même jour sur les 500 ans de la Santa Anna à l'auditorium par l'ASPMV. Dimanche 18 décembre, un petit footing à Villefranche, à la Muntacala, et un petit bain de Noël suivi du vin chaud sur la plage des Marinières à partir de 9h. Mardi 20 décembre, un spectacle gratuit pour les enfants, l'école des lutins. Samedi 24 décembre, la messe à l'église du Col à 16h. Et mercredi 28 décembre, un spectacle gratuit pour les enfants, Noël Pop, par la compagnie Mademoiselle et compagnie à l'auditorium à partir de 16h. Les vœux de l'ensemble du conseil municipal, ce n'est pas les vœux du maire, hein, c'est les vœux de l'ensemble du conseil municipal à la population villefranchoise auront lieu sous le chapiteau, samedi 7 janvier à 17h, et je compte sur votre présence à toutes et à tous. D'ici là, je vous souhaite un bon Noël et je suis certain de vous croiser dans les rues de Villefranche prochainement. Caroline, vous avez une remarque à faire? Vous parliez justement de footing et de l'association de la Muntacala. J'ai appris par des amis que le marathon de la jeune fille que nous avions subventionné avait eu lieu. Pourrions-nous avoir ne serait-ce que le résultat? Pas aujourd'hui, là, pas à l'heure où je vous parle. Je ne peux pas vous donner son résultat, mais croyez bien que M. Cosentino, notre délégué au sport, va s'enquérir de tout cela. Oui, parce que d'autant plus qu'on n'a pas vu beaucoup de visuels quand même. Il y a eu une petite publicité quand même faite. Oui, j'ai vu une photo. D'accord, puisqu'elle devait participer aux événements Villefranchois et voilà. Ben justement. Voilà, on a bien tenu compte de vos remarques. Hein, Monsieur Cosentino, vous serez chargé de nous faire un beau rapport au prochain conseil municipal. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.